On pense aux pipelines, aux mines, aux barrages, tous ces grands projets. La question c'est, qu'est-ce qui encadre leur construction sur des terres revendiquées par les peuples autochtones? Eh bien la réponse elle tient dans un principe fondamental, l'obligation de consulter de la couronne. Ça peut paraître un peu complexe comme ça, c'est un concept juridique, mais on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, pour vraiment saisir de quoi on parle, il faut partir de la base, du concept qui soutient tout le reste. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, au juste, l'honneur de la couronne? C'est un principe qui n'est pas écrit noir sur blanc dans un texte de loi, mais il a un poids constitutionnel, ce qui est énorme. Imaginez ça un peu comme un code de conduite pour le gouvernement, pour l'État. En gros, ça veut dire que l'État ne peut pas simplement utiliser sa puissance de manière, disons, arbitraire ou injuste face aux peuples autochtones. Non, il doit agir avec honneur. C'est vraiment ça la pierre angulaire de toute la relation. Bon, un principe c'est bien beau, mais comment est-ce que cette idée un peu abstraite, l'honneur, devient une obligation juridique bien réelle, bien concrète? C'est ce qu'on va voir maintenant, d'où vient cette fameuse obligation de consulter. Et là, attention, c'est vraiment le point crucial. Cette obligation, c'est une mesure préventive. Ça veut dire qu'elle se déclenche avant la décision finale, avant qu'un seul arbre soit abattu, avant même que le projet ait le feu vert. L'objectif, il est simple, mais fondamental. C'est d'éviter que les droits des peuples autochtones soient vidés de leur substance, parce que, les terres et les ressources qui sont au cœur de leurs revendications ont déjà été endommagées ou détruites. C'est une protection en avant. Ok, mais alors concrètement, qu'est-ce qui fait clic? Quel est le déclencheur qui active cette obligation? Pour ça, il y a un test juridique bien précis. Voilà le fameux test en 3 étapes qui vient de la Cour suprême. C'est simple. Premièrement, la couronne, donc l'État, a un projet en tête, une action, par exemple donner un permis. Deuxièmement, l'État sait, il a connaissance qu'il y a une revendication autochtone crédible sur ces terres. Et troisièmement, cette action, elle pourrait avoir un impact négatif sur les droits revendiqués. Si ces 3 conditions sont réunies, bang, l'obligation de consulter est déclenchée. Et le point super important, c'est le deuxième. Pas besoin d'un droit prouvé devant un tribunal. Juste une revendication crédible, sérieuse, ça suffit. Alors, une fois que l'obligation est là, on passe à la consultation. Mais attention, ce n'est pas du copier-coller à chaque fois. Le processus peut prendre des formes très, très différentes. Et c'est là que toute la nuance entre en jeu. La consultation, ce n'est pas une recette unique, c'est plutôt un spectre. L'intensité du dialogue va dépendre de 2 choses. La force de la revendication autochtone et la gravité de l'impact potentiel du projet. Prenons un exemple. Pour un petit pont qui a un impact mineur, une simple notification écrite, un partage d'infos, ça peut suffire. Mais à l'autre bout du spectre, pour un gros oléoduc qui coupe en 2 un territoire revendiqué, là on parle d'une consultation profonde, participative, où il faut vraiment chercher des solutions ensemble. Parce que le but, ce n'est pas juste de discuter pour le plaisir de discuter. Non. Quand une consultation fonctionne bien, elle doit mener à quelque chose de concret. Et ce quelque chose, ça s'appelle l'accommodement. L'accommodement, c'est vraiment le moment où les paroles se transforment en action. Ça peut prendre plein de formes différentes, des offres d'emploi, des partenariats économiques, ou même changer le design d'un projet pour éviter un site sacré. Ça peut aussi être des compensations financières ou financer des infrastructures pour la communauté. L'idée, ce n'est pas juste de cocher une case sur un formulaire, c'est de trouver un vrai équilibre pour que les droits soient respectés et que le projet, s'il y a lieu, puisse aller de l'avant. Pour que ce soit plus concret, regardons un exemple. Pour un projet de port méthanier en Colombie-Britannique, une des mesures d'accommodement a été d'offrir environ 500 emplois à la nation autochtone concernée. C'est un cas typique d'accommodement sous forme de partenariat économique. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais sur le terrain, la réalité est souvent plus complexe. Ce cadre, même s'il part d'une bonne intention, a des limites et pose de vrais défis. Et là, on arrive au point qui est peut-être le plus souvent mal compris. Il faut être très clair. L'obligation de consulter, ce n'est pas un droit de veto pour les nations autochtones. Ça ne l'est pas. Oui, l'État doit consulter de bonne foi, il doit écouter, il doit essayer de trouver des accommodements, mais à la fin de la journée, sauf dans de très rares exceptions, la loi ne l'oblige pas à obtenir le consentement pour que le projet aille de l'avant. Maintenant, pour comprendre un des plus gros problèmes, mettons-nous en situation. Imaginez une petite communauté autochtone, à peu près 150 membres. Les ressources, elles sont limitées, que ce soit en personnel ou en argent. Maintenant, imaginez que cette même communauté reçoive en une seule semaine 45 demandes de consultation différentes. 45 dossiers, souvent très techniques, qui viennent de différents ministères, tout ça pendant qu'ils doivent aussi gérer les urgences du quotidien, le logement, la santé, l'éducation. C'est ça le fardeau de la consultation. C'est une véritable avalanche administrative qui pèse sur des communautés qui n'ont tout simplement pas la capacité de tout gérer. Ça crée un déséquilibre de pouvoir qui est juste colossal. Et forcément, quand le dialogue ne fonctionne pas, que la consultation échoue, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve devant les tribunaux.
Et là, c'est un véritable marathon juridique. C'est long, c'est cher et c'est épuisant pour tout le monde. On parle de plusieurs années juste pour planifier un projet. Ensuite, on ajoute environ 2 ans de consultation. Si ça bloque, on peut encore ajouter entre 1 et 5 années de processus judiciaire. Et ce n'est pas rare, loin de là. Il y a eu plus de 1000 décisions de justice sur cette question au Canada. Ça montre bien à quel point, trop souvent, ce processus mène au conflit plutôt qu'à la collaboration. Ça nous force à prendre un peu de recul. À voir la consultation non pas juste comme un processus, mais comme un outil. Et comme tout outil, il est imparfait. Surtout quand on le regarde à la lumière de l'histoire. L'histoire des Métis du Manitoba, c'est un avertissement très puissant. En 1870, une promesse leur a été faite. Une promesse inscrite dans la Constitution, 1,4 million d'acres de terre pour assurer leur avenir. Mais on le voit ici, la bonne intention, ça ne suffit pas. La mise en œuvre a été désastreuse. Une machine administrative lente, pleine d'erreurs, a fait que cette promesse a été complètement brisée. Le résultat, la dépossession massive et la dispersion de tout un peuple. C'est un exemple frappant et tragique du fossé qui peut exister entre une promesse et la réalité sur le terrain. Cette phrase, elle est tirée d'un contexte très particulier, un projet de stockage de déchets nucléaires. Et elle est extrêmement révélatrice. Ça suggère qu'on est peut-être en train de changer de paradigme. Quand on parle d'enjeux aussi énormes, avec des impacts qui vont durer des milliers d'années, est-ce que la simple consultation, le processus, est encore suffisant? De plus en plus, on entend dire que non. L'idée du consentement, même si ce n'est pas encore une obligation légale stricte, devient une sorte de nécessité. Une nécessité à la fois pratique et morale. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond. L'obligation de consulter a été une avancée, c'est certain, mais ça reste un outil qui a été créé par l'État, dans le cadre de l'État. Alors la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cet outil est encore suffisant? Ou est-ce que la prochaine étape, l'étape logique et peut-être inévitable de la réconciliation, c'est de passer à un véritable partenariat? Un partenariat qui serait basé sur le consentement. C'est la question qui va sans doute définir les relations pour les décennies à venir.